bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de mars. J'ai lu 11 livres au mois de mars, étant donné que j'ai travaillé seulement 4 jours avec la semaine de relâche au début du mois et l'isolation pour le reste du temps. Donc, c'est sûr que ça m'a permis de lire beaucoup. J'espère que ça va vous plaire comme vidéo parce qu'il y a vraiment des lectures très bonnes et des lectures que j'ai détestées. Fait que ça risque d'être intéressant. Comme la dernière fois, je vais placer mes lectures comme sous type de livre là, parce que je sais que c'est ça, il y en a qui aiment peut-être moins ça, ils aiment pas la poésie, ils vont pas écouter ça là. Fait que voilà, je vais commencer avec la catégorie BD avec la première bande dessinée que j'ai lue de ce mois-ci, c'est Copines et Copines de Kim Mounès, Marie-Chantal Perron, Tammy Verge et les illustrations sont de Amélie Dubois et c'est publié Amélie Dubois, pardon, et c'est publié chez les éditions de l'Homme. En gros, dans ce livre-là, on parle de une jeune fille et de sa belle-maman, la blonde de son père, la conjointe, et leur relation qui, au départ, est pas nécessairement instantanée, pas nécessairement difficile, mais c'est ça se travaille parce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans la vie du personnage de copine avec un petit C. Et cette relation-là va évoluer au fil de l'histoire. C'est vraiment un livre touchant, là, j'ai pleuré. Ce livre-là aussi est fait avec des crayons de bois, j'ai l'impression, comme des illustrations à la mine un peu. Et j'ai beaucoup... Ça m'a vraiment touchée. Mais, tu sais, c'est le premier livre que j'ai lu au début du mois, puis on dirait que je me rappelle avoir été touchée, mais je me rappelle pas tant que ça de l'histoire. Fait que, tu sais, au départ, j'étais comme « Ah, c'était super bon, le 5 étoiles », mais je pense que juste par le fait que j'ai... Ça s'est un petit peu comme effacé. Je dirais 4.5. Deuxième bande dessinée, j'en ai parlé dans mon 6 heures de lecture, c'est Les Amaneurs de la colère de Caton, publié chez les éditions Pow Pow. Donc, dans ce livre-là, on va suivre Marie-Pomme, qui est une barmaid au bar L'Ananas d'Or à Trois-Rivières. Et c'est une grande fan de romans policiers. Quand elle va rentrer chez elle, elle découvre comme une flaque qui sort de sous la porte de sa voisine. Puis là, elle trouve ça bien intriguant, fait qu'elle va rentrer et découvrir le cadavre de sa voisine. Elle appelle la police plus ou moins déniaisée. Donc, il y a juste un membre de la police qui est disponible pour enquêter, puis Marie-Pomme, elle le trouve pas très compétent, fait qu'elle décide de mener sa propre enquête. C'est super drôle, c'est toujours dans le style Tiki, qui est vraiment un univers que je trouve comique, là, que j'aime, c'est nostalgique. Un truc que j'aime beaucoup, j'aurais dû mettre des post-it, là. C'est ça. Il y a comme des espèces de fiches descriptives pour bien des affaires, puis c'est toujours vraiment comique, là. Comme là, c'est celle de la plage municipale, puis là, attraits principaux, faune et flore. Mais tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est personnalisé. C'est vraiment drôle, tu sais. Il y en a un autre, c'est genre les cocktails ou le coconut motel, tu sais, c'est descriptif. J'ai vraiment aimé cette lecture-là, puis c'était comme très léger. Puis en même temps, comme c'est une enquête, il y a comme une envie de continuer la lecture parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'était vraiment une réussite pour moi et je lui donne 5 étoiles. Ensuite, je vais vous parler d'un recueil de poèmes. Ils se définissent plus comme un recueil de chansons. Je vais le lire là parce que c'est long. Les films, les desserts, les chaises, les souvenirs, les voyages, la radio, les vedettes, le journal, les rêves, les fantômes, les messieurs, les animaux, les insectes, les médicaments, les voitures, les énumérations, la répétition et les énumérations de Navet Confi. Donc, voici le titre. C'est publié chez les éditions Somme Toute. Donc, c'est la première fois que je lisais un recueil de chansons. En gros, ce que j'en comprends, c'est un peu comme son journal créatif, là. Donc, pendant qu'il a créé ses albums, Navet Confi, c'est un musicien. Moi, je le connais surtout parce qu'il est souvent avec le Théâtre du Futur, qui est une compagnie de théâtre que j'aime beaucoup à Montréal. C'est souvent lui qui s'occupe de la musique, c'est très original ce qu'il fait. Il y a quelques albums ou EP disponibles sur Spotify si vous voulez aller le découvrir. Et là, il y a des paroles de chansons, il y a comme des gribouillis, il y a il y a beaucoup d'illustrations comme ça.
des collages. La mise en page de ce livre-là est vraiment chouette, là. C'est pas mal un des trucs les plus cool de ce livre-là parce que c'est très dynamique, là. Tu sais, d'une page à l'autre, c'est jamais la même chose. Donc, ça m'a plu. Mais encore là, j'en garde pas un très gros souvenir. Je savais comme pas trop où me positionner. Je savais pas si c'était quoi que je recherchais dans cette lecture-là. Est-ce que je recherchais à comprendre un peu le navet confit? Est-ce que j'essayais d'être émue, d'être touchée, de rire? Est-ce que j'étais comme plus comme observatrice d'un processus créatif? C'était pas très clair pour moi. Mais quand même, j'aime ça, me poser des questions sur... Tu sais, je trouve ça original comme œuvre, là. Fait que je trouve ça intéressant que je me pose des questions là-dessus. Fait que pour ça, je vais te donner 3.5, mais tu sais, je sais pas trop quoi en penser vraiment. Comme, j'ai pas détesté, mais je suis comme... C'est comme une bébête étrange, un peu comme le recueil. Mais si ça vous tente de découvrir quelque chose de vraiment original... je vous le conseillerais parce que c'est quand même, je crois pas qu'il y a tant de recueils de chansons disponibles sur le marché. Je sais pas trop si... En tout cas, je vais le mettre essai, mais c'est un peu comme recueil de témoignages. Et c'est Faire son gros possible par Caroline et Josiane Stratis et surtout plusieurs collaboratrices. C'est publié chez les éditions Cardinal. Donc ici, c'est vraiment... Parce que Caroline et Josiane Stratis ont eu pendant très longtemps des blogs. Et c'est un peu ce style-là. C'est comme des articles de gens sur différents sujets. Tu sais, on va parler de l'autisme, des enfants féministes, du deuil, de la maladie, de l'avortement, d'être enceinte, de ne pas être enceinte, de ne pas vouloir être enceinte. Donc, c'est vraiment... ça couvre large, je trouve. C'est un livre que j'ai apprécié. C'est sûr que comme je suis pas maman, il y a des affaires que ça me peut... Comme j'imagine qu'il y a des trucs que je connecte moins. Ce que j'ai pas full aimé, mais là j'ai écrit à la maison d'édition, j'ai pas eu de réponse. C'est normal, là, étant donné la situation. Mais il y a un problème, là. Moi, j'ai 2 fois 20 pages pareilles, mais il me manque 20 pages. Fait que c'est comme, je sais plus c'est quoi les chapitres, là, mais mettons, j'ai les chapitres 9, 10, 11 2 fois, mais j'ai pas les chapitres 13, 14, 15. Fait que là, c'est ça... Ben, c'est poche, là. J'aurais aimé ça avoir accès à ces textes-là. Il y en a certains qui m'ont plus touchée que d'autres. Je pense que, tu sais, moi, je suis très fan là, des Sœurs Stratis, là. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vous conseille de le prendre, surtout si vous êtes parent, ça pourrait plus vous toucher, mais c'est comme... quand ils avaient fait leur premier livre, ils disaient qu'ils voulaient faire un genre de dico des filles, mais version féministe et un petit peu plus comme... franc-parler, mais là, je pense que c'est un peu comme un dico des mamans. Je verrais ça comme ça, des dico des parents, puis je pense que ça peut faire du bien dans vos cœurs de parents. Je lui mets 3.75 sur 5. Maintenant, on passe à la plus grosse catégorie, les romans. J'ai lu 7 romans, si je me trompe pas, 2, 4... 6, 7. Ouais, premier roman que j'ai lu au mois de mars, c'est Les Disparus du clair de lune. C'est le tome 2 de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos, publié chez les éditions Gallimard. Dans ce livre-là, on va retrouver Ophélie, qui habite toujours au pôle, l'arche où son fiancé Thorne habite. Et elle habite dans la Citaciel, qui est comme le genre de gros château flottant là, de la cité. Et il va y avoir des disparitions, c'est pour ça que ça s'appelle Les Disparus du clair de lune, des gens qui disparaissent sans raison. Et bien sûr, ça va être très inquiétant pour elle et pour tout le monde, surtout qu'elle est étrangère, donc on est toujours un peu xénophobe, puis on pense tout le temps que c'est les étrangers qui pourraient être responsables de ça. Et sa famille, elle, vont venir la visiter là, parce qu'elle se marie à la fin de l'été, puis c'est important que la belle famille connaisse le gendre. Donc, c'est un peu ça qui se passe. J'ai vraiment aimé ce tome-là. J'avais vraiment hâte de retrouver les personnages. Christelle Dabos, elle a vraiment un style d'écriture qui me plaît.
je trouve que c'est le genre de lecture un peu immersive, là, pour moi. Je me sens comme dans un univers, j'ai de la misère à décrocher, je m'imagine tellement de choses, là. C'est très cinématographique, j'ai l'impression, là, tu sais, je vois les scènes qui défilent, genre je pourrais faire un film, on dirait, avec ça. Ça m'a vraiment plu. C'est assez long, par exemple, mais c'est écrit gros, puis c'est jeunesse, fait que c'est comme tu peux, je sais pas, ça se lit rapidement quand même, malgré que ça fasse presque 600 pages. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la suite. Je sais que plusieurs personnes sont mitigées par rapport à la suite, aux 2 prochains tomes, mais moi, je veux avoir ma propre opinion. Et c'est ça. Je sais juste pas quand est-ce que je vais pouvoir lire la suite parce que j'aime bien les louer à la bibliothèque. Et c'est ça. La bibliothèque est fermée pour une durée indéterminée. Pour Les Disparus du clair de lune, je lui donne 4 étoiles sur 5. Pour mon défi personnel du mois de mars, une romance. C'est ce que j'avais pigé. Et j'ai décidé de lire un livre que je voyais partout et que tout le monde avait l'air de triper dessus. Genre, ça avait l'air d'avoir révolutionné leur vie. Et c'est L'allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier, publiée chez les éditions Urtubise. Dans cette histoire-là, on va suivre Max et Cam qui sont des amis. En tout cas, est-ce qu'ils sont vraiment des amis? Vous allez le comprendre après la page 3, genre que c'est pas vraiment des amis. Puis, c'est ça, ils ont chacun leur passé amoureux qui, bien entendu, est pas facile. Puis là, ils savent pas trop où ils s'en vont tout le long de l'histoire. Est-ce qu'ils vont réussir à être en couple ou pas en couple? Est-ce que l'autre l'aime pas? C'est ça, c'est un peu ça l'histoire. Je pense que vous pouvez l'entendre à mon ton que j'ai pas tant trippé sur cette lecture-là. Genre oui, c'est quand même léger puis ça fait du bien à lire parce que tu sais, qui ne serait pas contre des émotions positives? Mais en même temps, comme j'ai trouvé ça prévisible, quétaine, puis le personnage les 2 personnages, en fait, j'ai trouvé vraiment fade. Comme, le personnage masculin, il est super cliché, il fait juste comme... On n'apprend rien de nouveau là, sur les garçons, là. Genre, on n'est pas comme étonné de certains comportements parce que c'est toujours comme ça qu'on décrit des hommes dans la vingtaine qui célibataires, là. Tu sais, pour moi, ça m'a vraiment pas impressionné. Pour ce qui est de la fille, elle a un petit peu plus de substance, mais moi, mais ça, c'est vraiment personnel, là, mais moi, j'ai vraiment de la misère avec les gens pas branchés, là, tu sais, moi, je suis comme... Je fonce dans la vie, là, fait que si j'ai quelqu'un qui tergiverse pis qui est comme « Ah, je sais pas trop, non, pour moi, ça le fait pas, ça me tape ses nerfs, pis je suis genre « Go, girl! » là, comme, prends une décision, puis tu géreras après qu'est-ce qui se passe, là. Fait que ça m'a vraiment tapé ses nerfs, puis c'est un peu comme... Ça a teinté ma lecture tout le long parce que les 2 personnages me gossaient. Puis comme c'est un roman à 2 voix, tu sais, un chapitre c'est Cam, un chapitre c'est Max, j'avais jamais de repos, là. J'étais juste tout le temps agacée de un ou de l'autre des côtés. Comme, je comprends pourquoi plusieurs personnes l'aiment, parce que c'est vrai que ça fait du bien, puis le titre est bien choisi, comme on y revient, puis... Genre, je peux comprendre là, pourquoi les gens aiment ça. Probablement que quand j'étais plus jeune, j'aurais capoté. Mais maintenant, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé ça... ça m'a pas plu. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'aime pas les romances. C'est que je trouve tout le temps que... Tu sais, ce qui est comme attendu, là, mettons, qu'ils s'embrassent ou qu'ils deviennent un couple, ben c'est ça qui arrive. Genre, c'est comme, il n'y a pas de revirement de situation, retournement de situation plutôt. C'est toujours comme une romance, c'est toujours ça la conclusion. Genre, peu importe le chemin, tu sais, c'est ça qu'il faut que tu regardes le chemin, genre. C'est ça que tu observes dans une lecture, mais comme. Je sais pas, pour moi, ça, c'est juste le début, là. Moi, j'aimerais voir le reste de la relation. Genre, c'est pas vrai que c'est facile d'être en couple, pis c'est pas vrai que, genre, du moment que tu te mets en couple, là, c'est gagné d'avance, pis youhou, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, là, genre, tellement pas. Pis c'est ça que moi, j'aimerais voir, genre, la vraie romance, là, comme des gens qui se chicanent parce que la vaisselle a pas été lavée, genre, c'est ça que j'ai envie de lire, moi, c'est pas... on a donc bien peur qu'on soit plus amis quand on n'a jamais été amis, genre, sérieux. En tout cas, je suis désolée, là, je sais que mon avis ne sera pas populaire, mais c'est ça, c'est mon avis.
Fait que c'est pour ça que je vais mettre 1 étoile, 1.5 sur 5 à ce livre-là. Pour le défi du fil rouge, ce mois-ci, on devait lire un livre publié chez Leméac et j'ai choisi Petit manuel des amours toxiques de Véronique Papineau. Dans ce livre-là, on va suivre Alice qui est en relation avec Renaud. Ils ont un enfant qui s'appelle Jonas et dans la première partie, c'est vraiment des allers-retours avec le passé et le présent, comme comment leur relation a commencé et comment elle est en ce moment, dans la journée même, parce que c'est la journée de l'anniversaire de Jonas. Ensuite, il me semble qu'il y a 3 parties. La deuxième partie aussi, il me semble, c'est ça, mais la troisième, c'est après. Qu'est-ce qui se passe après ça? Comme le titre le dit, ce n'est pas une relation saine, c'est une relation toxique où une personne est très violente dans ses propos, très contrôlante, très nocive là, pour l'autre. Puis j'ai vraiment aimé ça, suivre ça, contrairement à l'autre, où tout était beau et joli, puis il y en avait donc même pas de problème. Là, c'était comme le contraire, puis ça m'a plus parlé. Ça a l'air comme si j'étais dans une relation toxique, mais vraiment pas. Mais on dirait que c'était plus intéressant pour moi de lire ça. La fin m'a tellement fâchée, puis j'étais contente de vivre une émotion forte, là, mais je l'ai fini, là, puis j'étais genre « Quoi? Non, comment ça? » Puis genre, j'étais vraiment en maudit, là, j'ai pas été capable de lire pendant 2 jours après parce que j'étais juste fru après l'auteur, mais en même temps, quelle fin, genre, c'est vraiment... C'est bien pour le propos qui est tenu dans ce livre-là. Ce livre-là, je l'ai vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il était très fort. Ça se lit rapidement, ça aussi, parce que c'est pas très long. Puis le personnage d'Alice est vraiment bien construit, je trouve. Justement, il y a plus de profondeur. J'aime ça avoir accès aux réflexions, puis surtout aux réflexions qui sont contradictoires. Tu sais, tu penses quelque chose, tu agis différemment. Ça, je trouve tellement qu'il y a beaucoup de monde qui sont de même dans plusieurs aspects de leur vie, puis ça me plaît vraiment. Fait que c'est pour ça que pour Petit manuel des amours toxiques, je lui mets 4.5 étoiles sur 5. J'ai lu La bête à sa mère de David Goudreau, publié chez Stankey. C'est le premier roman d'une trilogie appelée La Bête. J'en ai parlé aussi dans mon readathon de 6 heures que j'ai dans mon vlog. Là. On suit le personnage principal dont je me rappelle pas du nom, qui, au départ, on le voit un peu son enfance, tu sais, c'est un enfant qui ne vit pas avec sa mère pour des raisons de sécurité. Et on voit aussi que c'est vraiment pas un enfant de cœur. À l'école, il se plaît à faire des mauvais coups. Il n'y a pas de problème à faire du mal aux autres ou aux animaux. Puis on va le voir comme jusqu'à temps qu'il devienne autonome. Mais en tout cas, moi, je crois pas qu'il l'est. Mais bon... on va le suivre là-dedans et il va être à la recherche de sa mère biologique parce que, dans le fond, lui, il n'a pas vraiment développé de relations saines avec des adultes. Là. Il n'a pas été assez longtemps dans une famille d'accueil, puis on dirait qu'il s'en fout un peu. Donc, il va partir à la recherche de sa mère et on va le suivre faire toutes sortes de petits crimes pour maintenir son rythme de vie. C'est un personnage vraiment... avec un humour cinglant, c'est le bon mot. Juste pour ça, je vous le conseille de le lire pour l'humour qu'il y a là-dedans. Là, il y a des passages que j'ai lus à voix haute à mon mari parce que je trouvais que c'était vraiment comme... C'était trop bien, là, comment c'était écrit. Mais, comme j'ai dit dans mon readathon, je trouve qu'il y a vraiment comme 2 parties à ce livre-là, pas officielles, là, sont pas séparées, mais du moment qu'il arrive comme à Sherbrooke pour trouver sa mère, ça m'a un peu moins plu que le début parce que ça a comme ralenti. Puis c'est répétitif, mais j'imagine que ça va mener à quelque part dans la suite, là. Mais là, j'ai pas lu la suite, fait que c'est vraiment mon avis sur le tome 1. Je vais mettre un 4 sur 5 pour ce livre-là. Le prochain livre, c'est Jessie de Stephen King, publié chez France Loisirs. C'est une vieille édition que mon père m'a passée. Dans ce livre-là, on va suivre, là, je veux juste mettre un trauma avertissement, là, parce que je vais parler de viol, de séquestration, puis c'est ça. Fait que si c'est des choses dont vous n'aimez pas vraiment entendre parler, vous pouvez passer. Je vais mettre un truc dans la barre d'infos pour vous dire où aller dans pour le prochain livre. Mais c'est un roman d'horreur, Jessie. Un thriller psychologique, beaucoup. Donc, Jessie, c'est une femme qui est mariée à Gérard je sais plus quoi.
Et Gérard a des fantasmes que Jessie partage pas. Donc ils vont vont aller à leur chalet par une belle après-midi d'automne. Et Gérard va la menotter au lit parce qu'il trouve ça bien excitant. Mais Jessie, elle trouve pas ça super intéressant. Genre, c'est pas quelque chose qui la titille. Et elle va essayer de le faire comprendre à son mari. Et son mari va comprendre qu'elle est pas down. Mais il va quand même essayer d'avoir une relation sexuelle avec elle. Elle, pour se défendre, elle va lui donner un coup dans le ventre. Et son mari va faire une crise cardiaque et mourir. Mais là, elle se retrouve attachée à un lit dans le milieu de la forêt. Ses pensées vont se mettre à tourner. Elle va capoter. On va avoir accès comme à ses souvenirs aussi et surtout ses traumatismes là, d'enfance, surtout liés à la sexualité. C'est pour ça que je disais qu'il y a comme un traumavertissement. Donc, c'est ça. Et je veux pas comme vous dire le punch là, parce qu'il y a un bout où on sait plus si elle est comme saine d'esprit ou pas. Puis elle voit des affaires. Comme on sait plus si c'est des illusions ou pas. Et ce bout-là, mes amis, c'était très, très réussi. J'avais la chair de poule. J'ai capoté sur le moment d'horreur là-dedans. Là. Ça m'a donné des frissons. J'y ai repensé. J'avais tellement peur de que ça soit vrai ou que ça m'arrive. Puis ça, c'est réussi. Je pensais jamais parler avec autant d'enthousiasme d'un Stephen King parce que ce que j'avais lu pour l'instant m'avait pas vraiment plu. Mais pour ce qui est de Jessie, moi j'ai vraiment aimé. J'ai vu qu'il y avait un film sur Netflix avec cette histoire-là, fait que j'ai envie de le regarder pour comparer. Je vais lui mettre une note de 4 étoiles sur 5. J'ai écouté sur Audible La Servante écarlate de Margaret Atwood. La Servante écarlate, en fait, c'est l'histoire de Fred, qui est comme un surnom qu'elle s'est donné, qui est une servante qui est la plus basse classe de cette société dystopique. C'est vraiment une société où les femmes ont vraiment pas leur place, ont aucun pouvoir. Là. Celles qui ont le plus de pouvoir, c'est genre les épouses. Puis encore là, c'est assez minime. C'est ça, les femmes sont classées selon différents critères, mais pour ce qui est des servantes, leur fonction dans la société, c'est de se reproduire. Mais c'est difficile parce que la société est vraiment comme dans un monde toxique, là, l'environnement, les déchets, puis tout, ça fait que les bébés ont de la misère à survivre. Donc, c'est des mères porteuses, mais en plus de porter un bébé qu'ils pourront pas élever, les bébés, souvent, ils survivent pas, fait que c'est juste vraiment pénible. Pendant cette histoire-là, on va aussi aller dans le passé de ce personnage-là, de Fred. On va voir genre son époux à l'époque, son époux à l'époque, sa fille, sa mère, sa meilleure amie, on va tous voir ces personnages-là, puis maintenant où est-ce qu'ils sont. Ça m'a un peu mélangé d'écouter ça, peut-être que ça aurait été mieux que je le lise, mais honnêtement, je pense que c'est juste pas mon style. Comme, je pense que ça peut être vraiment je pense que c'est une œuvre vraiment forte en science-fiction. C'est vraiment quelque chose d'original et de pertinent parce que il y a des affaires qui tu te dis, ok, mais dans notre monde, peut-être que on pourrait se rendre là, tu sais, ce qui est de l'anticipation. Comme pas embarqué, j'avais de la misère à suivre, puis là, j'avais jamais envie d'écouter le livre. Puis ça, moi, c'est un gros signe là, de mon intérêt là, envers un livre. C'est un gros signe de si je vais le finir ou pas. Je l'ai fini, là, de peine et de misère. C'est comme... Je pense pas que ça m'a marqué comme livre, là. J'ai trouvé ça un peu trop long pour rien. Je trouvais que c'était très plat, il se passait pas grand-chose. Je sais qu'il y a une série très populaire basée sur cet univers-là. Peut-être que la série est meilleure que le livre. En tout cas, j'ai déjà entendu des avis dans ce sens-là, fait que je suis pas la seule à pas avoir capoté. C'est ça. Fait, je vais mettre 2 étoiles sur 5. On arrive maintenant à ma dernière lecture du mois. C'est L'Enfant Mascara de Simon Boulris, publié chez Le Méac. J'ai partagé ça dans ma story sur Instagram cette semaine. J'ai reçu beaucoup de monde qui capotait sur ce livre-là, qui était comme « Wow, c'est full bon, tu vas voir! » Puis c'est ça.
je veux revenir là-dessus. Fait que, premièrement, je vais vous résumer un peu qu'est-ce qui se passe. L'Enfant Mascara, c'est une fiction basée sur une histoire vraie. Donc, on va suivre Laetitia, qui se fait aussi appeler Larry au début du roman. C'est une personne trans et elle est amoureuse d'un garçon vraiment... genre, ça n'a pas d'allure comme que cette personne-là existe. Et cette personne-là va la tuer en lui tirant 2 balles dans la tête à l'école secondaire. Les deux, ils ont 15 ans, là. Il va tuer l'autre parce que Laetitia lui déclare son amour. On peut s'entendre que c'est vraiment une tragédie comme histoire. Je sais pas par où commencer, là. Il y a beaucoup d'affaires qui m'ont déplu dans ce livre-là. OK? Puis je passerai vraiment pas par 4 chemins parce que je considère que c'est quasiment comme malsain de mettre ça dans les mains d'un adolescent. Simon Boulris, c'est vraiment pas le premier livre que je lis de lui. Et là, je trouve que c'est assez. Le personnage de l'homme-enfant, là, il l'a vraiment surutilisé. Dans ce cas-ci, je trouve que ça devenait comme grotesque que la Laetitia soit aussi comme bubbly, puis genre « Ah, je peux faire la split, puis ça va donc bien bien. » Comme ça, c'est la personnalité de Simon Boulris, et on le retrouve dans toutes ses œuvres. Ça peut être nice, mais dans ce cas-là, c'est une histoire vraie, c'est une tragédie, là. Comme je suis vraiment persuadée que la vraie personne qui s'est fait assassiner à 15 ans n'était pas Hop la vie, là. Elle venait d'un milieu très pauvre. Elle avait été sur les services de la DPJ dans une famille super toxique. Elle se fait battre par son père d'adoption. Elle est en transition. Elle est en questionnement sur son orientation sexuelle. Elle a pas vraiment d'amis. Puis c'est ça, elle se fait intimider à l'école. Je crois pas. Ah, puis en plus, elle est dans une situation de pauvreté assez extrême. Je crois pas que cette personne-là, quand elle arrive chez elle, elle est genre « Youhou! Il y a des Michelinas pour souper! Je vais manger à table sans chaise! » Parce que mes parents l'ont pas remplacée parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je ne crois pas que cette personne est autant bubbly que décrite par Simon Boulris. Et c'est ça qui me dérange en premier lieu, là, parce que c'est grotesque de faire un personnage bubbly dans une tragédie comme ça. Genre, son personnage bubbly est très intéressant dans d'autres contextes, mais là, ça le fait vraiment pas, puis ça manque définitivement de profondeur puis de réflexion sur une situation qui est vraie, là, qui a été vécue par des gens. Genre, je comprends même pas comment des gens ont pu approuver qu'un personnage comme ça représente la personne qui s'est fait intimider puis assassiner, là, à 15 ans. Simon Boulris, là, c'est une personne, un homme cis, homosexuel, mais il va parler de la réalité d'une personne trans en faisant beaucoup de faux pas que je considère être quasiment de la transphobie. Je dis quasiment parce que pour pas brutaliser personne, là, mais je trouve ça vraiment inapproprié. Premièrement, il utilise la plupart du temps le pronom « il » alors que le personnage veut se faire appeler « elle ». Quand dans la description, on a Larry / Laetitia, comme c'est une personne trans, elle voulait qu'on l'appelle Laetitia. Est-ce qu'on pourrait l'appeler Laetitia? Genre, c'est ça son nom. Comme au début, c'est correct que tu la présentes dans sa position d'avant, là, parce que c'est vrai, une transition, il y a un avant, là. Mais pourquoi? C'est genre ce qui ressort le plus, c'est l'espèce de dualité, puis que ça soit pas juste le respect de l'identité de la personne. Elle veut être une elle veut qu'on l'appelle Laetitia, on peut-tu, genre, s'il vous plaît, respectez ça. Puis, il y a une phrase là-dedans qui m'a choquée, là, puis c'est ça a parti, là, ma montée, là. Elle décide de devenir trans. Elle décide de changer de sexe. Et ça va à l'encontre de tellement de luttes de personnes trans, là. Il y a beaucoup de personnes qui meurent et qui a lutté contre ce concept-là qu'ils ont décidé de faire ça. Puis juste le concept de être né dans le mauvais corps, là, c'est vraiment une notion qui aide pas tant que ça les communautés trans. Comme faut arrêter de dire ça, puis ça, il arrête pas de le répéter dans le texte. Puis comme t'as beau faire partie de la communauté LGBTQ+, si tu t'intéresses pas pour de vrai à la réalité des personnes trans, genre, écris pas là-dessus. Comme, c'est juste ça.
comme ça me met en maudit. Il y a probablement des auteurs ou des autrices trans qui auraient pu écrire sur ce meurtre-là et ça aurait été 100 fois plus pertinent que ce que Simon Boulris a écrit là-dedans. Puis, troisièmement, ce qui m'a énervé, et là, ça n'a pas rapport avec le personnage, enfin, c'est que ça se passe en Californie, puis il y a des expressions québécoises, puis des réalités québécoises qui sont partout. Genre la directrice qui dit Boswell. Comme, on est en Californie, là. J'ai jamais vu aucun acteur américain être doublé en disant Boswell. Genre, ça marche pas. Je crois que Simon Boulris est un opportuniste, il s'est fait proposer ce livre-là, a plongé, l'a publié, et ça fait... genre, il y a du succès avec ce livre-là parce que c'est une réalité qui est pas connue du grand public. Un fait divers qui n'est pas couvert jamais. Et je crois pas que c'était la personne la mieux placée pour parler de cette histoire-là, et c'est ça qui me dérange le plus. Je pense pas que ce livre-là devrait se retrouver dans les mains d'enfants fragiles qui sont en transition parce que je crois que ça continue à promouvoir des clichés. Je crois pas que ce livre-là va les aider. Je peux comprendre si c'est le premier roman de Boulris que vous lisez qui vous a plu parce que c'est comme la découverte d'un univers d'un auteur, mais quand vous en aurez lu plusieurs, vous verrez que c'est toujours la même affaire. Puis que j'espère que vous comprenez l'imposture de l'auteur là-dedans. Là. Ça n'a pas de bon sens comme livre. Je vais me défâcher! Sur une note plus positive, je l'ai annoncé un peu partout, mais j'ai l'intention de faire plusieurs vidéos pendant le mois d'avril, à raison de 2 par semaine, le mardi et le vendredi. Toutes les vidéos vont être repartagées sur la page Booktube Québec sur Facebook. Vous pouvez suivre cette page-là pour être au courant de toutes les publications de l'ensemble des booktubers québécois. C'est vraiment une super initiative de Maps Booktube. Et j'espère que mon mois d'avril va être un peu plus fructueux. Là, je sais que j'ai été fâchée et frue de certaines de mes lectures ici. Je pense qu'un avis honnête est important sur les livres, puis c'est pas le fun d'avoir toujours des gens qui apprécient les mêmes livres. Comme ça représente pas la réalité, puis je pense que moi je suis très à l'aise à être le poisson qui remonte à contre-courant la rivière. Je suis très à l'aise avec ça. J'espère que je vous ai pas trop brusqué. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets, dans votre vie, et on se revoit très bientôt.